Je suis Cinétique et je serai votre guide. J'ai toujours été surpris par l'accueil très positif qu'avait reçu Octopath Traveler. Partout sur la toile, on vante les mérites de sa direction artistique, et notamment de sa glorieuse HD 2D. On ne tarit pas d'éloges sur son système de combat au tour par tour, et sur la grande variété de stratégies permises par le choix d'une double classe. Et puis on admire la qualité de sa bande-son et de ses effets sonores. On y concède tout de même quelques défauts. C'est un peu répétitif, et toutes les intrigues ne se valent pas. Mais rares sont les critiques allant plus loin que ces deux constats. À ma connaissance, il n'y a qu'Esquive la boule de feu qui a évoqué le sujet dans sa vidéo sur Romancing Saga. Étant donné ma nature charitable, je me propose d'y remédier en expliquant, selon moi, pourquoi Octopath Traveler est en vérité une contrefaçon de JRPG. Mais avant toute chose, je tiens à apaiser tous ceux qui sont déjà prêts à m'éviscérer dans l'espace commentaire. Je n'essaye pas d'avoir un avis anticonformiste sur un jeu que tout le monde apprécie par pur opportunisme. Je ne considère même pas qu'Octopath Traveler soit un mauvais jeu. Je suis simplement en désaccord avec sa philosophie de conception, et j'ai l'ambition d'apporter une nouvelle grille d'analyse. Maintenant que l'éléphant au milieu de la pièce a été évacué, nous pouvons commencer. Octopath Traveler est sorti en 2018 et a été développé par Square Enix en collaboration avec le studio Acquire. Il s'agit plus précisément de la division 11 de Square Enix, dirigée par Tomoya Asano, connu pour son rôle de producteur sur la série des Bravely, à savoir Bravely Default et Bravely Second. Il est également l'auteur du spin-off Final Fantasy The Four Heroes of Light. Ici, il occupe le rôle de producteur avec Masashi Takahashi, son collaborateur de longue date. Quant à Acquire, ils sont à l'origine de Tenchu, une série de jeux d'infiltration mettant en scène des ninjas dans le Japon féodal du XVIe siècle, et de Way of the Samurai, un jeu d'action-aventure qui se déroule également au Japon, mais cette fois vers la fin du XIXe siècle, alors que les samouraïs s'apprêtent à disparaître. Plus récemment, ils ont été en charge du médiocre Mario et Luigi, l'épopée fraternelle, 6e épisode de la série de RPG Mario et Luigi. Octopath Traveler est un projet fondamentalement tourné vers le passé. Il s'agit de rendre hommage aux RPG japonais les plus célèbres des années 90. L'esthétique du titre découle directement de cette volonté. Le pixel art y occupe une place centrale, et est mis en valeur par des environnements en 3D, et par des jeux de lumière créant de la profondeur. Les compositions orchestrales de Yasunori Nishiki ont été établies avec l'intention de rappeler les thèmes emblématiques de jeux comme Final Fantasy ou Dragon Quest. À la manière de Romancing Saga, le joueur doit choisir au début du jeu un protagoniste parmi les 8 personnages jouables. Chacun d'eux dispose de sa propre trame scénaristique et débute l'aventure depuis une zone géographique différente. Une fois le choix du protagoniste effectué, celui-ci ne pourra pas être exclu du groupe avant la fin de son arc narratif. Vous aurez alors l'opportunité d'aller recruter dans votre équipe les 7 autres personnages qui vous attendront sagement dans leur ville de départ. Chacun d'eux dispose d'une classe qui leur est propre. Ces dernières sont librement inspirées des différentes professions de l'Europe médiévale. En plus des capacités de combat, chaque classe possède également une aptitude unique qui lui permet d'interagir avec l'univers ou avec ses habitants. Le système de combat est un tour par tour d'un classicisme effrayant, mais avec tout de même 2 twists. Il s'agit du système Break and Boost. Les personnages jouables reçoivent un boost point à la fin de chaque tour, et peuvent en stocker jusqu'à 5. Lors de votre tour, vous pouvez utiliser jusqu'à 3 boost points pour décupler la puissance de votre action. Les ennemis, eux, ont un compteur de bouclier. Afin de diminuer celui-ci, il vous faudra trouver leurs faiblesses et les exploiter. Une fois ce compteur réduit à 0, les ennemis sont étourdis et deviennent particulièrement vulnérables. Ce que l'on devine à travers les interviews lors du développement, c'est qu'il s'agit d'un système de combat choisi par défaut. Les producteurs ne souhaitaient pas faire du combat en temps réel, car selon eux, un tel système, basé sur l'adaptation et le temps de réaction, aurait pu pénaliser une partie des joueurs. Le tour par tour était alors un choix évident. Cependant, celui-ci étant souvent perçu par le grand public comme désuet, il fallait le rendre plus dynamique en y incorporant des mécaniques censées être modernes. Clair Obscur Expedition 33 fait peu ou prou la même chose. Cependant, son système de combat basé sur l'esquive et le contre est autrement plus riche et perfectionné. Nous l'avons évoqué il y a quelques instants, Octopath Traveler met en scène 8 personnages principaux. Je vais maintenant vous les lister, préciser la classe qui leur correspond, et résumer brièvement le point de départ de leur arc narratif. Ophilia est une prêtresse de l'Ordre de la Flamme Sacrée. Elle prend la place de sa sœur adoptive Liana, et décide d'accomplir un pèlerinage afin de faire perdurer l'objet de leur culte. Elle dispose de l'action spéciale Guidée, permettant de recruter temporairement un PNJ.
Cyrus est un mage et un professeur à l'Académie royale. Il cherche à retrouver son ancien ouvrage de magie noire, qui a été dérobé. Il dispose de l'action spéciale « Scruter », permettant d'obtenir des informations à propos des PNJ. Tressa est une jeune marchande qui souhaite faire carrière et voyager à travers le monde. Elle dispose de l'action spéciale « Acheter », permettant de commercer avec les PNJ. Olberic était un chevalier d'un royaume désormais disparu. C'est maintenant un guerrier, cherchant à donner du sens à sa vie. Il dispose de l'action spéciale « Défier », permettant de provoquer en duel les PNJ. Primrose est une noble déchue, devenue danseuse, et fomentant sa vengeance contre l'organisation criminelle responsable du décès de son père. Elle dispose de l'action spéciale « Séduire », qui a le mauvais goût d'être similaire à Guider d'Ophilia. Alphine est un apothicaire itinérant, à la recherche de l'homme lui ayant sauvé la vie lorsqu'il était enfant. Il dispose de l'action spéciale « Questionner », similaire à Scruter de Cyrus. Thérion est un voleur, chargé de retrouver des gemmes rares pour le compte d'une famille noble. Il dispose de l'action spéciale « Voler », permettant de faire les poches aux PNJ. Et enfin, Anit est une chasseresse à la recherche de son maître disparu alors qu'il traquait un monstre. Elle dispose de l'action spéciale « Provoquer », similaire à Défier d'Olberic, à la différence prête qu'elle déchaîne les bêtes auparavant capturées. Vous l'avez compris, ces personnages sont des archétypes, et ni leur personnalité, ni leur développement ne vous surprendra. Le scénario qui leur est associé est un prétexte afin de vous faire parcourir la carte du monde. Cela devient encore plus évident avec un personnage comme Tressa la marchande, qui ne dispose que d'un objectif flou et sans le moindre intérêt ludique. En soi, si le jeu était exclusivement centré autour de son gameplay, cette narration fade et sans originalité serait négligeable. Le problème, c'est qu'Octopath Traveler a fait de ses personnages l'un de ses principaux arguments de vente. De plus, il est constamment beaucoup trop verbeux pour ne jamais rien dire d'intéressant. Vous êtes en capacité de deviner l'issue de chaque intrigue dès le premier quart d'heure. Vous êtes sur un rail et vous n'en dévirez jamais du moindre millimètre. Je ne comprends pas comment les scénaristes ont pu croire que leurs protagonistes étaient autre chose que des coquilles vides. Ça me fait de la peine pour le compositeur Yasunori Nishiki, qui se retrouve à devoir illustrer, avec des musiques grandioses, un récit qui ne l'est jamais. Il est aussi important de mentionner que les protagonistes n'interagissent presque jamais entre eux. Chacun mène son propre récit dans son coin. Votre groupe n'a donc aucune véritable raison d'être. Il s'agit simplement d'un agrégat hétéroclite d'individus qui ont estimé plus pratique de voyager ensemble. Ce n'est pas vraiment ce que l'on pourrait appeler une grande aventure épique. Ces critiques sur la narration du jeu sont fréquemment soulevées, mais pourtant, personne ne comprend à quel point elles sont symptomatiques du reste. Octopath Traveler n'a absolument rien à raconter, et c'est ce que je vais vous démontrer. Passons maintenant à la direction artistique. Je comprends tout à fait qu'au premier abord, on puisse la trouver sublime. Effectivement, c'est très impressionnant d'un point de vue technique. Maintenant, prenons quelques instants pour nous demander quelles sont les idées fortes qui sous-tendent ces partis pris esthétiques. Je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps, il s'agit simplement d'une manière de vous faire sonder l'abîme créatif que cache astucieusement ce bel emballage. En fait, la HD 2D d'Octopath Traveler n'a aucune raison d'être, si ce n'est de vendre du souvenir dans un écran moderne. Elle ne sert ni la narration, extrêmement générique, ni le gameplay, à peine moins générique. C'est comme si on avait cherché à reproduire bêtement ce que sont les anciens JRPG dans l'imaginaire commun. Dans les vieux jeux vidéo, il y a des sprites, non ? Et hop, on a coché une petite case sur le cahier des charges de notre projet rétro. La différence dans l'implémentation de la HD 2D entre ce jeu et le remake de Dragon Quest III par exemple, c'est que dans ce second cas, il s'agit de sublimer ce qui existe déjà et de coller le plus possible à la direction artistique de l'époque. Octopath Traveler, lui, n'a rien à sublimer, puisqu'il s'agit simplement d'une succession de clichés éculés, propres au genre. Mais ce n'est pas tout, car cette direction artistique semble constituer un frein à la complexité du level design. Si le rendu est tout à fait appréciable dans les nombreuses bourgades qui composent le jeu, on ne peut vraiment pas dire la même chose des donjons. Leur construction est sommaire, et la caméra gardant le même point de vue, on devra toujours parcourir quelques chemins afin de se rapprocher ou de s'éloigner de l'écran. L'exploration ne consiste donc qu'à chercher les angles morts afin de trouver les chemins dissimulés. C'est une idée de design que je trouve pénible et qui rappelle les vieux platformers comme Donkey Kong Country, où l'on doit examiner chaque pixel du niveau afin de trouver les passages secrets. Plus tôt dans cette vidéo, je disais qu'Octopath Traveler n'avait rien à raconter. C'est vrai vis-à-vis de son scénario et de sa direction artistique,
mais c'est aussi vrai vis-à-vis de sa structure, de son rythme et de ses systèmes de jeu. C'est un titre qui n'a pris aucun recul sur sa proposition et dans lequel on progresse de façon mécanique. L'arc narratif de chacun des protagonistes se décompose en 4 actes. La structure de chaque acte est strictement identique. Vous devez vous rendre dans un lieu dit, vous allez essorer les lignes de dialogue de tous les PNJ et employer l'action spéciale de votre personnage. Vous aurez alors accès à un donjon directement rattaché au lieu dit, et à la fin de celui-ci, vous affronterez un boss. Vous allez scrupuleusement répéter ce schéma 32 fois à la suite. Puis c'est rideau, merci d'être venu. Je dois bien avouer que je suis consterné à l'idée que personne dans l'équipe ne se soit rendu compte qu'on ne pouvait plus concevoir un jeu comme cela en 2018. Même le premier Final Fantasy, sorti en 1987, dispose d'une structure de jeu moins archaïque, et propose des péripéties nettement plus ambitieuses. Saviez-vous, par exemple, que l'on croise à la fin du jeu des robots, qui nous permettent de comprendre qu'en réalité nous n'évoluons pas dans un monde médiéval fantastique, mais bien dans un univers post-apocalyptique, où l'ancienne civilisation, très avancée technologiquement, a disparu. En fait, Octopath Traveler est nostalgique d'une époque qui n'a même pas vraiment existé. Une époque où l'on adaptait bêtement en jeu vidéo l'univers médiéval fantastique de Donjons et Dragons, sans chercher à y apporter un twist. Une époque où les RPG n'avaient aucune autre ambition que de nous faire explorer un univers de fantasy générique au possible. Une époque où personne n'avait envie de proposer une structure de jeu plus complexe que trajet, ville, donjon, boss. C'est sûrement ça qui m'agace le plus. Sous couvert d'hommage, Octopath Traveler laisse croire que le JRPG ce n'est que ça. Et c'est tellement faux que je ne sais même pas par où commencer. Durant l'âge d'or du JRPG, c'est-à-dire vers les années 90, on retrouve déjà des franchises emblématiques extrêmement ambitieuses, comme Suikoden, Tales of, Star Ocean, Persona, Grandia, Chrono Trigger ou Baton Kaitos. Aucun de ces titres ne propose quelque chose d'aussi standardisé qu'Octopath Traveler. Tous ont la volonté d'innover et souhaitent faire évoluer le genre, voire le médium. Le seul parti pris d'Octopath Traveler consiste à vouloir singer ses illustres ancêtres. Mais comme nous venons de le constater, c'est encore pire que ça, car il fantasme quelque chose qui n'a jamais vraiment existé. C'est en ça que je trouve qu'il s'agit d'une contrefaçon. Il reproduit bêtement les conventions de gameplay et de narration instaurées par d'autres, mais ne se questionne jamais sur lui-même. Il en ressort un jeu plutôt compétent dans son exécution, mais vide de sens. L'une des principales influences citées par les développeurs, c'est Final Fantasy VI. Hasard de dingue, j'ai récemment sorti une vidéo sur un autre JRPG, sorti 3 ans plus tard, Fantasian, qui s'inspire lui aussi de Final Fantasy VI. Pourtant, leurs démarches sont diamétralement opposées. Malgré ses défauts, Fantasian, lui, cherche à innover et à dépasser ses prédécesseurs. On le constate dans tous les aspects du titre. Son esthétique à base de diorama est quasi inédite, son tour par tour demande aux joueurs d'exploiter l'espace via le choix de trajectoires pour les différentes attaques, et met l'emphase sur de longs affrontements exigeants contre des boss qu'il faudra apprendre à décrypter. Il a également conscience des défauts inhérents du genre, comme les rencontres aléatoires, et tente d'y apporter une réponse. Pendant ce temps, Tan d'Octopath Traveler nous montre à quel point il n'a rien retenu de l'évolution du genre durant ces 20 dernières années, et nous spamme avec ses fameuses rencontres aléatoires, auxquelles il n'a strictement rien changé. On dit souvent que la bonne durée d'un jeu, c'est lorsque celui-ci a eu le temps de s'exprimer, sans pour autant tomber dans la redite. Octopath Traveler se veut généreux, et nous propose près de 80 heures de contenu. C'est une durée totalement arbitraire, étant donné que vous y ferez la même chose, de la première à la dernière heure. On pourrait penser que la progression de vos personnages constitue un intérêt en soi, mais vous aurez fait le tour du système de double classe après une 40aine d'heures, et aucun autre système ne sera introduit par la suite. Il y a bien des classes secrètes à découvrir, mais il vous faudra arriver au bout de donjons cachés pour les débloquer. Ces donjons sont prévus pour être accomplis à la fin du jeu, voire même après avoir eu accès au crédit. En fait, ils ne sont utiles que si vous comptez affronter l'ultime boss secret. Et j'avoue ne pas bien comprendre pourquoi l'on souhaiterait encore grinder 10 ou 20 heures de plus, après s'être infligé un jeu dont la structure est si laborieuse. Vous remarquerez que je n'ai pas encore évoqué les quêtes annexes. Ce n'est pas une erreur de ma part. Je vais le dire simplement, leur seul mérite est d'exister. Elles consistent à satisfaire les requêtes de différents PNJ, et leurs conditions de réussite sont le plus souvent extrêmement vagues. Je suppose que ces quêtes ont été designées comme de petites énigmes à résoudre. Là où le bas blesse, c'est qu'elles sont régulièrement absurdes, et que vous allez devoir ratisser toutes les zones de la carte, et travailler au corps chaque PNJ, en utilisant sur eux toutes vos actions spéciales,
et en épuisant méthodiquement toutes leurs options de dialogue. C'est fastidieux, c'est peu de le dire, et les récompenses ne sont jamais à la hauteur. C'est à l'image du reste, décevant. Bon, je crois qu'il est temps de conclure, car sinon je risque de m'acharner sur ce frêle et pauvre jeu. Octopath Traveler est un titre générique, sans réelles ambitions, et jouant sur le sentiment de nostalgie. Dès lors, on comprend que sa structure et ses systèmes de jeu ne sont rien d'autre que des choix par défaut. Je pense que son succès doit beaucoup au fait que le catalogue de la Switch était alors peu fourni en matière de JRPG. Ça aurait dû rester un jeu de l'été sans prétention, mais pourtant il a connu un tel succès que c'est devenu une franchise. Nous avons eu droit en 2020 à un préquel sous la forme d'un jeu mobile free-to-play, Octopath Traveler, Champions of the Continent. Puis en 2023, une suite est sortie sur console traditionnelle, sobrement intitulée Octopath Traveler 2. Ironie du sort, il s'agit du même jeu où l'on a simplement doublé le nombre d'actions spéciales et auquel on a ajouté des limit breaks. Pourquoi changer une équipe qui fait match nul ? Je l'ai évoqué brièvement, mais je vais l'énoncer à nouveau ici. Octopath Traveler est un jeu compétent. J'irais même jusqu'à dire qu'il est efficace et qu'on peut parfois prendre du plaisir. Les animations sont chouettes, les sprites sont très jolis, et voir évoluer ses personnages demeure addictif. Ma critique fondamentale, c'est qu'il fait de l'ombre à ce qu'est le JRPG, ainsi qu'à son évolution. Alors que le genre se sépare petit à petit de ses clichés historiques, Octopath Traveler les fait re-rentrer par la fenêtre. Il n'a aucune ambition, et ça se voit. Bref, ce n'est pas forcément un jeu que je déconseille, mais je crois qu'il y a tellement de propositions plus intéressantes à découvrir en priorité, que ce serait un sacrilège d'y dépenser votre précieux temps de vie. Rien que parmi les sorties de 2018, il y a eu la version définitive de Dragon Quest XI, la suite de Ni no Kuni, et si vous n'êtes pas allergique à l'anglais, Is Memories of Celceta. Mais si votre souhait le plus cher, c'est de jouer à un jeu de fantasy à la fois ambitieux et nostalgique de la grande époque, je ne saurais trop vous conseiller Métaphore ReFantasio. D'ailleurs, ne soyez pas étonnés si vous me voyez bientôt en reparler. D'ici là, prenez soin de vous, c'était Cinétique. Au fait, les petits amis de YouTube, avant que vous partiez, vous avez dû remarquer, mais j'ai fait une intro. Et ce serait vraiment sympa de votre part si vous pouviez prendre le temps de m'écrire pour me dire ce que vous en avez pensé, si c'était utile. Voilà. Bisous!